On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo autour des thèmes de notre parcours, à savoir spectacle et comédie, dans le cadre de notre œuvre intégrale, Le Malade imaginaire. Plusieurs problématiques peuvent émerger autour de ces deux termes, spectacle et comédie, et autour de notre pièce au programme. On peut se demander par exemple, en quoi Le Malade imaginaire est-il une pièce emblématique du genre de la comédie-ballet du XVIIe siècle? En quoi Le Malade imaginaire est-il bien un spectacle? Ou encore, en quoi Le Malade imaginaire permet-il de réfléchir sur la notion de fiction et de vérité, de mensonge et de sincérité? Une dernière question, plus globale cette fois-ci, en quoi le théâtre, art de l'illusion, divertit-il et instruit-il le spectateur? Revenons tout d'abord sur l'étymologie des termes du parcours. Le mot comédie vient du grec komos ou chant du komos, qui désignait une procession burlesque en l'honneur du dieu du vin et de la fête Dionysos. Nous en avons parlé en classe, c'était le dieu que l'on célébrait lors des fêtes annuelles durant lesquelles avaient lieu les représentations dans la Grèce antique. Et oïdé qui veut dire donc chant. Dès l'étymologie du mot, on comprend donc que ce terme inclut une dimension festive, avec cette idée de procession, visuelle, puisque là aussi on défile et on a des véritables personnes qui vont incarner un rôle, et auditive avec la notion de chant. Quant au terme spectacle, il vient lui du latin spectaculum ou spectare qui signifie regarder. Donc ce mot spectacle insiste d'emblée sur la dimension visuelle du théâtre, et je vous rappelle que le mot lui-même théâtre vient de théaomai qui signifie regarder, et que théatron était le lieu d'où l'on regarde justement un spectacle dans l'Antiquité. Ainsi, la comédie et le spectacle ont donc pour point commun d'être une fête qui allie une dimension à la fois visuelle, auditive et scénique. On peut d'abord se demander en quoi Le Malade imaginaire est emblématique de la comédie-ballet du XVIIe siècle. Nous en avons déjà parlé ensemble en classe. Cette pièce du Malade imaginaire est en effet une pièce hybride, caractéristique de ce genre que Molière lui-même a inventé, genre qui mélange à la fois le chant, la danse et le jeu théâtral. Vous savez que notre pièce commence par un églogue que nous avons étudié ensemble. L'églogue, je vous le rappelle, est une forme inspirée de textes de l'Antiquité, mettant en scène des personnages de bergers et de bergères, et ces différents protagonistes vont avoir des noms qui viennent très souvent de la mythologie ou de la nature. Rappelez-vous, par exemple, dans l'églogue du Malade imaginaire, nous avons des personnages qui s'appellent Pan, P-A-N, comme le dieu Pan, les zéphyrs, Flore, etc. On est donc plongé dans un cadre pastoral, souvent peu réaliste et qui met en scène une nature complètement idyllique. C'était un genre très en vogue au XVIIe siècle. Donc, en choisissant ce type d'atmosphère, Molière sait qu'il va plaire au public de son époque. En outre, cet églogue va servir de prologue à la pièce. Il va mélanger donc des dialogues versifiés qui sont destinés à être chantés et de chorégraphie. Donc, dès l'églogue, on a ce mélange à la fois de théâtre et de danse. Donc, on a un écho finalement à l'étymologie du terme comédie, puisqu'on avait vu que comédie veut dire chant du komos, chant d'une procession burlesque. Ici, on a bien le chant, la procession et les dialogues. Cet églogue est, on l'a bien vu en classe, destiné à faire l'éloge de Louis XIV. En effet, rappelez-vous que le roi Soleil est un mécène des artistes et qu'il faut chercher à lui plaire. Ce qui fait écho, nous y reviendrons, à la devise du classicisme au XVIIe siècle, le placere et docere. Placere, justement, signifiant plaire. On sait en plus que Molière est à la fin de sa carrière, qu'il souffre
du privilège que Lully a obtenu du roi et qu'il va donc encore essayer de se faire mieux voir, hein, de se faire apprécier par le roi avec cette pièce et donc surtout avec cet églogue qui célèbre les exploits guerriers de Louis XIV. Et le malade imaginaire a donc comme but de divertir et d'élasser le monarque après toutes ses conquêtes guerrières. On est donc bien dans une comédie-ballet avec le malade imaginaire, puisqu'on a d'un côté 3 actes véritablement théâtraux qui tournent autour de l'intrigue d'Argan et de sa famille. Argan, cet hypocondriaque qui se fait berner par ses médecins, par son apothicaire et aussi par sa femme Béline, alors que d'autres essayent justement de lui faire ouvrir les yeux, hein, avec Toinette et Béralde notamment. Mais nous avons aussi 3 intermèdes qui sont, comme l'indique le mot, des moments intermédiaires où l'on n'a pas du théâtre à proprement parler, mais des chants et de la danse. On peut aussi considérer que cette pièce de Molière, qui est la dernière de son répertoire, constitue un véritable hommage à l'art théâtral. En effet, on l'a évoqué aussi en classe, rappelez-vous que Molière a sans doute voulu faire une sorte de pièce somme, une pièce qui regroupait un peu tout ce qu'il avait pu faire de meilleur. Hein, il était conscient d'être à la fin de sa vie et il voulait laisser une sorte peut-être de testament comique. Et ce testament comique est aussi une manière de rendre hommage, de célébrer l'art théâtral qui a tant compté dans sa vie. En effet, dans cette pièce du malade imaginaire, on va avoir ce qu'on appelle une mise en abîme du spectacle, ou encore du théâtre dans le théâtre. Encore une mise en abîme, c'est-à-dire que à l'intérieur d'une œuvre, on va faire référence à une autre œuvre, alors, du même genre ou pas. Ici, en l'occurrence, ça sera du même genre, puisqu'on va avoir une pièce de théâtre qui va parler du théâtre ou qui va, de manière détournée, évoquer le théâtre, intégrer des scènes de comédie à l'intérieur de la pièce elle-même. C'est vraiment le cas dans le malade imaginaire où nous avons des personnages qui jouent la comédie à d'autres personnages et ce, à plusieurs reprises dans notre pièce. Ainsi, cette pièce de Molière prend la forme véritablement d'un carnaval généralisé. Il y a de multiples spectacles qui vont être emboîtés les uns dans les autres, comme des sortes de poupées russes. On peut donc parler de pièces carnavalesques et le personnage de Béralde, qui, je vous le rappelle, incarne la raison et est en quelque sorte le double de Molière, le porte-parole de Molière, dit à l'acte 4, scène 4, le carnaval autorise cela. Et en effet, il s'appuie sur cette coutume du carnaval qui se déroulait dans les rues de Paris pour Molière pour justifier le fait qu'on joue l'ultime comédie à Argan, à savoir celle de son intronisation comme médecin. Et ce troisième intermède représente véritablement un carnaval, puisqu'on va avoir une foule de figurants déguisés en médecins, tournoyant autour d'Argan pour le faire médecin lui-même, donc pour essayer de le guérir finalement par lui-même. Cette dimension carnavalesque, elle est présente aussi à travers la dimension farcesque de la pièce. On l'a déjà évoqué, on a plusieurs passages dans le malade imaginaire qui renvoient à ce comique finalement populaire et qui a fait les premières heures de gloire de Molière lorsqu'il était dans sa tournée de province, lorsqu'il avait quitté Paris. Pensez par exemple au moment où Toinette et Argan se livrent quasiment à une bataille de polochon. On a aussi à plusieurs reprises l'utilisation de déguisements et le fait qu'on ait comme ça des sortes de scénettes intégrées dans la pièce. On peut par exemple rappeler que Cléante va se déguiser en remplaçant du maître de musique pour pouvoir approcher Angélique et que les deux jeunes gens vont jouer une sorte de partition, si vous voulez, vont chanter un duo d'amour dans la scène 5 de l'acte 2. Dans l'acte 3, scène 3, nous avons un célèbre dialogue entre Argan et Béralde. Ils ne sont pas du tout d'accord et s'opposent sur la médecine, mais progressivement,
le propos va quelque peu dévier et Bérald va proposer à Argan d'aller voir une comédie de Molière justement pour le sortir de son hypocondrie et en tout cas pour le divertir et le délasser. Et donc ici, on a vraiment une mise en abîme puisqu'on est en train d'assister à une pièce de Molière et l'un des personnages évoque les pièces de Molière. Donc on voit ici un clin d'œil de l'auteur lui-même. Il ne faut pas forcément y voir une forme d'orgueil, d'accord, mais plutôt aussi une forme d'autodérision, puisque l'avis qu'Argan porte sur les comédies de Molière est loin d'être flatteur et reflète justement les critiques que les détracteurs de Molière lui adressaient à l'époque. En fin des scènes 7 à 14 de l'acte 3, nous avons plusieurs scènes dans lesquelles les personnages jouent la comédie dans la comédie. Toinette se fait passer pour un médecin, Argan va feindre d'être mort, mais aussi à plusieurs reprises, face à sa femme Béline, face à sa fille Angélique. Alors, cette idée de jouer la comédie peut simplement vouloir dire faire du théâtre, mais au sens figuré. Quand on dit de quelqu'un qui joue la comédie, c'est bien qu'il fait semblant, qu'il se donne un spectacle, qu'il joue un rôle, un personnage. Or, si on se rappelle l'étymologie du terme hypocrite, qui renvoie bien à celui qui fait semblant, qui feint d'être quelqu'un d'autre, ou qui feint d'avoir un comportement différent de celui auquel il croit. Eh bien, hypocrite, au départ, désigne un comédien, un acteur qui joue. Le malade imaginaire est donc caractérisé par cette idée de théâtre dans le théâtre et proposerait une réflexion sur la sincérité et le mensonge, sur l'être et le paraître. Et vous le savez que cette idée de l'illusion et de la réalité, de l'apparence et de la vérité, de l'être et du paraître sont des thématiques que l'on retrouve beaucoup au XVIIe siècle. Rappelez-vous tout ce qu'on en a déjà pu dire sur la princesse de Clèves, par exemple. Ainsi, on retrouve plusieurs personnages qui vont donner la comédie aux autres. Béline joue le rôle de l'épouse aimante et dévouée, alors qu'elle ne l'a jamais été. C'est une simple posture. Elle feint d'être en adoration et d'être aux petits soins pour son mari afin d'en obtenir l'héritage. Et tout le monde comprend la supercherie, sauf Argan, qui est même prêt à en faire son héritière exclusive. Argan lui-même joue la comédie aux autres car il se prétend malade alors que physiquement il ne l'est pas. Et il joue de ce statut de malade imaginaire pour obtenir ce qu'il veut. Mais s'il joue la comédie aux autres, il se la joue peut-être aussi à lui-même finalement, parce que un hypocondriaque, aussi imaginairement malade soit-il, croit finalement être réellement malade. Et il se conforte dans ce rôle de malade pour obtenir en effet des petits soins, pour obtenir une attention de la part de ses proches. Ainsi, la comédie a plusieurs fonctions. Le spectacle comique est une fiction, et une fiction qui, par le biais du théâtre, confronte des personnes réelles. C'est-à-dire que dans la salle, on a des spectateurs, imaginez que ce soit vous, d'accord, un public réel, en chair et en os, qui regarde évoluer sur scène d'autres personnes en chair et en os, ce qui le différencie totalement des autres genres littéraires où l'on est tranquillement chez soi avec son livre et où ces personnages ne sont que des êtres de papier. Dans le cadre du théâtre, les personnages sont incarnés sur scène par des personnes réelles. Et donc, on est davantage enclin à éprouver des sentiments réels et à s'interroger sur nos propres sentiments. Ainsi, le théâtre, la fiction théâtrale, aurait pour but de nous faire réfléchir sur nos propres sentiments à l'égard des autres, mais aussi à l'égard de nous-mêmes. Et c'est bien ce que dit Bérald, va voir une comédie de Molière, Argan, pour te rendre compte du ridicule de ton hypocondrie et pour t'en guérir. Ainsi, la vie elle-même est considérée comme un théâtre. On en avait parlé également dans Madame de Lafayette de cette thématique très baroque du Theatrum Mundi. Ça veut dire que le monde est un théâtre. Le monde est une sorte de scène où chacun d'entre nous joue un rôle, ou plusieurs rôles d'ailleurs, et les incarne plus ou moins bien à la perfection. Et en fait, c'est bien ce que montre aussi le malade imaginaire.
On a Argan qui joue au malade alors qu'à certains moments, il va être capable de se lever de son siège de malade et courir après Toinette pour l'assommer. On a Béline qui joue la femme aimante aux petits soins, mais qui, dès qu'elle entend parler de testament, est très intéressée. On a Louison qui va feindre d'être morte pour éviter les punitions, etc. La comédie est donc emblématique de la devise du classicisme, placere et docere, plaire et instruire. Le divertissement n'est jamais gratuit, mais peut apporter un enseignement. Rappelez-vous que cette locution latine tirée du poète Horace, castigat ridendo mores, corriger les mœurs par un rire, c'est une devise que Molière a reprise lui-même, notamment dans sa préface au Tartuffe, et il a vraiment cette ambition que la comédie, en tournant en ridicule les défauts, les vices humains ou parfois d'un groupe social entier, eh bien, en tournant en ridicule, en faisant rire de ces personnages-là, en faisant la satire, par exemple ici, de l'hypocondrie, mais aussi de la médecine, ou encore de l'hypocrisie et de la vénalité de Béline, eh bien, cela permet de corriger finalement les hommes grâce au spectacle comique.